un jour, à l'issue d'un contact avec cet être de lumière que j'ai appelé dans mes livres l'être bleu, l'homme bleu, celui-ci s'est mis à me dire, mais il ne faudrait pas que vous restiez dans le nord, mais il faut descendre dans le sud-ouest. Je dis vous, parce que mon épouse de l'époque, à qui j'avais enseigné cette technique-là, s'était investie dans le même genre de recherche aussi. Donc il ne faudrait pas que vous restiez là où vous êtes actuellement. Ça serait bien que vous descendiez vers le sud-ouest de la France, très exactement dans le Périgord. Puis là, il avait indiqué un petit périmètre dans lequel il fallait chercher quelque chose. L'endroit était précis. C'était pas précis. C'était un périmètre, un triangle d'environ 40 ou 50 km de côté. Un peu de liberté. Un peu de liberté, c'est ça. Et puis c'est tout. Mais il m'a bien précisé, mais je ne peux rien vous garantir. Essayez de faire un saut, mais dites-vous bien que je ne vous garantis rien. Et moi, je rentre dans mon corps avec cette information. Bon. Mon épouse de l'époque m'a fait confiance, et puis voilà que finalement les 2 premiers livres ayant bien marché, ça rapporte un petit pécule, l'équivalent peut-être aujourd'hui de 17 000 à 18 000 $. Donc pas gros, mais en même temps, quand on est jeune professeur, ça fait du bien, on est content. Alors ces 17 000 à 18 000 $, qu'est-ce que je pouvais en faire à l'époque? Eh bien, descendre dans le sud du Périgord et puis essayer de trouver quelque chose. On fait confiance, mais avec aucune donnée précise. Et puis on tombe sur quelque chose, mais avec 17 000 à 18 000 $, qu'est-ce qu'on peut avoir? Pas un château, si ce n'est une ruine. Et puis donc c'est une ruine, on est tombé sur une ruine, puis j'ai dit, c'est ça qu'il faut. La ruine est achetée, etc. Et puis, toutes les vacances, pendant un an, on essaie de bricoler, on coule du béton, etc. On remplace des portes, des fenêtres. On fait travailler aussi quelques artisans du coin avec nos petites économies. Et pour tout dire, c'était la terre battue dans la ruine. Ok, mais vous travaillez encore comme professeur? Oui, ça se passait pendant les vacances scolaires. Okay. Il y avait la terre battue, il y avait un mur à l'intérieur, c'était du torchis. Les portes et les fenêtres, ça tenait plus. Un petit arbre poussé dans la pièce centrale, enfin, la ruine. Une maison organique. Absolument, absolument. Mais quelque chose d'incroyablement poétique et de très beau. La maison de pain d'épices des contes de fées, c'était ça. Et je me suis dit, il faut partir d'ici. Et partir d'ici, parce que si on n'amorce pas de mouvement, rien ne se fera jamais. Alors, j'ai pris, ça c'était à la fin de l'hiver, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai signé une lettre de démission personnelle de l'éducation nationale. Alors là, c'est le grand saut. Alors là, c'est le grand saut parce que, Daniel, il n'y a rien devant toi. Tu n'es pas encore titularisé comme professeur, tu n'as pas d'ancienneté, mais en même temps, tu as un pied dans l'étrier, et puis, bon, c'est un emploi correct, sécurisant, etc. C'est une route qui était déjà bien tracée. C'est une route. Oui. Et, évidemment, j'envoie ça au rectorat. En France, on appelle ça le rectorat, lettre de démission, sans préciser la raison, parce que, en réalité, je n'allais pas commencer à raconter toute mon histoire. J'avais plus envie de le faire, en résumé, c'était ça, j'arrête. Bon. Mon épouse, qui m'a fait confiance, fait la même chose. Et évidemment, toute la famille autour, qu'est-ce que tu fais là, Daniel? Tu n'es pas fou, la sécurité, c'est difficile d'avoir une place de professeur, c'est l'avenir assuré, etc. Bon, bref, un peu de panique au niveau des parents. Et moi, étonnamment bien, je me suis senti incroyablement libéré. Mais le bonheur, alors que j'aurais dû peut-être, je ne sais pas moi, vivre une certaine angoisse, le bonheur. C'était la liberté qui m'enlevait. Une sensation de liberté indescriptible. Et vous avez dit quelque chose de très important aussi tantôt, Daniel. Vous avez dit, si on ne pose pas d'action, si on ne bouge pas, voilà. il n'y a rien Ça je le sentais. Je n'arrivais pas nécessairement à le verbaliser à cette époque-là, hein, mais je le sentais. Et 2-3 semaines sont passées. Et tout d'un coup, le téléphone sonne à la maison, c'était le soir, je m'en souviens encore. Je décroche, la voix de mon éditeur. Daniel, écoute, j'ai la maison d'édition, mais par rapport à ça, j'ai un autre emploi, etc. Tes livres marchent assez bien.
ça me donne trop de boulot. Qu'est-ce que tu dirais de donner un nouvel essor à la maison d'édition? Toute petite maison d'édition, il y avait 2 livres à éditer, hein. 3 livres, dont 2 des livres. Il disait de lui, je suis la plus petite maison d'édition de Paris. Et ça devait être assez vrai. C'était pratiquement Daniel, voulez-vous racheter vos droits? Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu dirais de restructurer la maison d'édition et de la diriger? Alors là, ça a fait clic. Il m'a dit, attention, là, financièrement, ça va être maigre. Mais ce qu'il me disait là, pour moi, c'était le cadeau du ciel. Je m'en fichais complètement de manger des haricots tous les jours. C'était, tu viens de fermer une porte, mais il y en a une, là, 3 semaines après, qui s'ouvre. Et vraiment dans quelque chose qui me place en face de moi-même. Alors là, ça a été un grand oui. Parce que la maison d'édition n'était pas structurée, c'était en nom personnel, il fallait transformer ça en société anonyme, etc. Puis s'y consacrer complètement, de façon à ouvrir, à en faire véritablement une société. Mais je lui dis quand même, tu sais, c'est le Périgord, hein, maintenant le nord de la France, c'est fini. Petite maison, une ruine dans la nature, c'est pas grave. Le travail de l'édition, ça peut se faire partout. Et donc, voilà, ça a été le coup d'envoi, mais comme quoi la vie a plus d'un tour dans son sac. À peu près 2-3 mois plus tard, je ne sais plus exactement, je reçois une lettre du ministère de l'Éducation nationale, du rectorat, qui me dit on vous propose un poste de professeur dans le sud-ouest de la France. Là, c'était le diable qui essayait de vous tenter. Comme si je n'avais pas envoyé de lettre de démission. C'est comme si cette lettre-là était passée on ne sait pas où. C'était pour vous remettre face à vous-même et à votre choix. C'était comme si la vie me disait, mais... c'est vraiment ça que tu veux, parce que si tu veux vivre là-bas, tu peux vivre là-bas, tu vois, on t'en donne la possibilité. C'est une place de professeur dans le sud-ouest, tu peux aller vivre dans le sud-ouest, mais tu n'es pas obligé d'être éditeur. Est-ce que c'est souvent comme ça dans la vie, Daniel, quand on prend une grande décision pour faire un grand changement dans notre vie, il y a quelque chose qui arrive Moi, j'ai toujours remarqué ça dans ma vie, et je pense que je ne suis pas une exception. Je pense que quand on est amené à faire des grands mouvements dans une vie, il y a des choses qui nous sont, je dirais, des opportunités qui nous sont offertes, des aides qui nous sont offertes, sauf qu'on ne s'en rend pas toujours compte. Mais là, c'était tellement flagrant, je dirais, que ça n'a pas pu faire autrement que de m'interpeller. Et voilà, il n'y a pas eu d'hésitation, hein, je dois dire, ça a été, non, ça c'est un piège pour me détourner de mon travail, il n'y aura plus d'enseignement. C'est ça. Mais très très vite, j'ai senti une telle force en moi, je dirais, c'est comme si j'avais reconnu, je dirais, sans en avoir vraiment conscience, le tracé de mon destin. Le tracé de mon destin, c'est ça. Je pense que nous venons tous au monde avec une feuille de route, quelque part, mais pas de mode d'emploi. Pas de mode d'emploi de notre vie, de nous-mêmes. Mais souvent, cette route-là, on sent peut-être qu'on est prédestiné, on avance sur cette route-là, et pourtant on est insatisfait. Souvent, notre destin nous est offert seulement si on prend la route de service. Et c'est ça qui est difficile de mettre ça en action, de changer de voie. C'est par moment d'avoir le courage ou la force de faire le point, de s'arrêter, de faire le point, puis de dire qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Tout le monde n'est pas capable nécessairement de le dire. Hein. Je reconnais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Mais quand on s'en rend compte, quand on dit « je ne sais peut-être pas ce que je veux exactement, je ne sais peut-être pas là où ma vie veut me mener, mais je sais que je ne veux pas de ce dont je vis actuellement », je crois que c'est là où il faut essayer de s'écouter puis de faire des grands mouvements. Je crois que notre monde est beaucoup trop plein de personnes qui font du surplace. Qui font du surplace. Bien sûr, on va me dire, mais tu aurais pu te planter. Oui, j'aurais pu me planter. Peut-être je me serais planté, effectivement. Et alors? Je crois que il faut apprendre à oser se tromper. Oui, parce que se planter, c'est pas grave. C'est un chemin vers la réussite. Au moins, on a essayé. Oui. Au moins, on a essayé, puis ça crée une ouverture dans la conscience. Je crois que la pire des choses qui peut nous arriver dans une vie, enfin la pire, entendons-nous, l'une des choses les plus tristes, disons tout simplement, c'est de ne pas, comment dire, oser prendre de risques.
C'est la tiédeur, en quelque sorte. Hein. Je sais que peut-être pour certaines personnes vont me trouver dur de dire ça. Hein. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais l'imprudence, quelquefois, ça fait du bien. C'est ce qui nous fait bouger. Puis on ne peut pas prétendre, je crois, à quelque chose qui nous rende plus heureux si à un moment donné, on ne fait pas l'effort de dire « Bon, je prends un virage dans ma vie. Je prends une chance. Je prends une chance. Prendre la chance. Hein. Ce qui est dommage, c'est de, comment dire, d'être frileux. Voilà. Tout le monde, c'est sûr que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre des risques quand on a une famille avec des jeunes enfants, etc. C'est tout à fait une autre histoire, j'en ai bien conscience. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est quelquefois, et plus souvent peut-être qu'on le pense, dans une vie, il y a des portes qui s'ouvrent comme ça. Et puis, là, il faut se dire, bon, quelle chance est-ce que je prends? Daniel, là, que quand on est sur notre ligne noire, peut-être que tu peux me dire, ce ne sont pas des regrets. Ce sont justement des regrets qui nous font plus mal. C'est pas ce qu'on a essayé ou ce qu'on a manqué ou nos échecs. C'est justement de ne pas avoir. C'est ça. Oui, il m'est arrivé de prendre des grands virages dans ma vie. Ceux qui me connaissent savent que j'ai pris des grands virages. Pas toujours faciles, des virages qui ont été douloureux. Mais, et ça fait perdre un certain nombre de choses. Mais j'ai déjà dit, moi je suis riche de mes pertes. Parce qu'à l'intérieur de ces pertes-là, j'ai beaucoup grandi. Et puis je me suis peut-être plus accompli que si j'étais resté sur les rails que j'avais empruntés à un moment donné. On peut le dire plus facilement, je me rends compte a posteriori quand les choses sont passées. Mais réellement, je crois que ne pas prendre le risque de ne pas... Oui, ne pas prendre le risque de ne pas se tromper, je crois que c'est se tromper aussi. Oui.